Salut Savina. C'est nous. Waouh! Désolé, on a quelques problèmes de setup. J'ai été obligé de passer sur l'ordi d'Anne-Valérie. Il y a pas de problème. C'est bien Valérie? Ok, on a déjà du monde. Du coup, on va pouvoir démarrer. Normalement, tu peux partager ton écran, tu vois, en bas au centre. Yes. Si tu veux partager la petite présentation qu'on a préparée pour l'événement. Euh, Hop. Tu vas bien? Première Ouais, question. et toi? Super, super. Écoute, merci hein, et désolé parce que d'habitude je suis en avance, j'étais là, hein, mais on a Ouais, un petit problème de setup. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pu prendre la maîtrise de la présentation. Les joies du direct, comme on dit, pas de problème. classique. Écoute, ce que je te propose, on va démarrer hein, parce qu'il y a déjà 23 participants et je pense que ça va faire venir tout le monde. Donc, Savinien, j'en profite hein, une nouvelle fois. Merci beaucoup. Merci de te rendre disponible pour ce Bourbier. Du coup, cette édition du Bourbier là, qui reprend après la période des vacances d'été. Donc, Bah non, mais très merci à heureux, vous. ouais, C'est cool. très heureux de t'accueillir. Très heureux de t'accueillir. Juste avant que tu démarres, et on parlera un petit peu aussi, quand c'est vu, hein, de la thématique et pourquoi on est parti là-dessus. Et je trouve que ton parcours est particulièrement intéressant et inspirant. Tu expliqueras de premier PM à aujourd'hui une grosse organisation produit que tu pilotes. Mais en tout cas, juste pour rappeler hein, l'objectif des Bourbiers, donc voilà, c'est des webinaires, en tout cas des visios hyper intéressantes avec des leaders produits qui nous parlent vrai. Donc on parle de vraies problématiques, sans bullshit évidemment, Ouais. afin de quoi? Afin de tirer des insights, des leçons qui sont évidemment transposables pour tout professionnel product ou de la sphère produit qui souhaiterait justement ne pas potentiellement rééditer les petites erreurs que tu as vécues et justement capitaliser sur tes apprentissages. Et du coup, bah, évidemment, je vais te laisser te présenter, nous présenter rapidement ce qui est partout et rentrer dans la problématique. Mais encore un grand merci. Et voilà, l'intérêt je pense, du Bourbier, c'est de traverser voilà, tes problématiques et tu en as vécu un certain nombre chez partout. Donc, on a plutôt été sur un aspect linéaire. Donc, je pense que tu pourrais expliquer ça de tes débuts à aujourd'hui et tu as franchi bien des problématiques différentes. Donc, très, très chouette d'en parler et j'ai hâte de savoir comment tu les as vécues et comment tu les as contournées, ou en tout cas comment tu les as affrontées. Mais voilà, Ça j'ai fini de parler, je te laisse te présenter la boîte et après on attaque. Et évidemment, je prendrai les questions du chat. Donc, je vois 25 participants à date. N'hésitez pas, tous ceux qui sont connectés, à poser vos questions à Savinia. En fonction de la volumétrie de questions, on les prendra au fur et à mesure. On essaie de les sélectionner, de les regrouper, ou on en prendra aussi un certain paquet à la fin. Donc, voilà. OK, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup Martin. Avec plaisir, avec plaisir. Bah, salut tout le monde. Bah, déjà merci Abvisory, merci le Bourbier. Enfin, je suis vraiment content d'être là, de vous partager ça aujourd'hui. C'est super intéressant comme sujet, même pour moi en fait, de refaire un petit, pas en arrière pour se remémorer en fait toutes les étapes et toutes les problématiques qu'on a pu rencontrer, chez Partout. Donc pour ma part, donc moi je m'appelle Savinien, j'ai rejoint Partout en 2018 en tant que premier product manager. Donc j'ai rejoint Partout un peu dans un contexte, assez compliqué, je vais revenir dessus, juste après. J'ai été recruté en fait par un des cofondateurs de Partout, Benoît Cotte en fait. Je voulais déjà le remercier, Benoît, je lui enverrai un petit message après. Mais en fait, c'est grâce à lui, que cette boîte existe et que j'ai la chance de vivre cette aventure, chez Partout. Donc pour rentrer dans la problématique, déjà, qu'est-ce que c'est, Partout? Donc nous, on est une boîte qui a été créée en 2014. Notre objectif, en fait, c'est de faire en sorte que nos clients, ils soient plus proches des leurs. Donc pour faire ça, en fait, on développe une solution, donc c'est un SaaS B2B à destination des commerces, que ce soit des grandes enseignes ou, des petits commerçants, afin que ceux-ci puissent être trouvés par des gens qui les recherchent sur Google, par exemple, qui puissent être choisis. Donc, en fait, une fois qu'on fait une recherche, en fait, on se positionne, on choisit vers quel établissement on veut se tourner et du coup, qui puissent augmenter leur nombre de clients et leur panier moyen.
Donc, en fait, pour faire ça, on met à disposition de nos clients des outils de visibilité avec la partie présence en ligne, le store locator et les réseaux sociaux, une partie e-réputation avec la gestion d'avis. Depuis cette année, la gestion et la collecte d'avis. Depuis cette année, on gère aussi la collecte des messages parce qu'on est persuadé que dans le futur, il y aura de moins en moins de personnes qui vont appeler des points de vente, mais ils vont plutôt se connecter à eux via des chats, Messenger, Google, etc., WhatsApp. Et depuis peu, la partie donc recruter de nouveaux clients. Donc on a racheté une boîte, mais je vais y revenir après parce que ça fait partie d'une des problématiques. OK, trop chouette. Ouais, Top, merci pour, ce panorama et du coup, toi, tu es pas à l'origine évidemment de la boîte. Tu m'as dit, il y a eu ouais. quelques années depuis la création, mais tu es quand même présent depuis les débuts et tu vas nous expliquer un petit peu tout ça et c'est vrai qu'on va vite introduire sur les problématiques, que toi tu as rencontrées en tant que PM puis responsable produit, heu je pense qu'on va en franchir quelques-unes, mais tu vas nous expliquer tout ça. Ouais. Bah, en fait, voilà, ce que j'ai voulu représenter, c'est la timeline. Alors on va revenir sur chacune des années ensuite avec, différents problèmes rencontrés. Mais, en gros, moi je suis arrivé en 2018, je vous ai dit dans un contexte un peu compliqué, c'est-à-dire que le cofondateur Benoît qui m'a recruté, donc lui était le CPO à l'époque, il était tout seul, côté produit et on avait 5 développeurs. Le truc, c'est que, sur les 5 développeurs, bah, il y en avait 4 sur le départ à ce moment-là. Donc la situation était déjà assez complexe à ce niveau-là, mais en plus de ça, il fallait construire une équipe produit. Donc à un moment donné, Benoît et moi, on s'est retrouvés à 2 côtés produit avec un développeur en face. On a dû du coup recruter et cetera et on a dû donc créer l'équipe produit, et ensuite Benoît m'a proposé de switcher de poste avec lui. C'est-à-dire que lui était CPO, j'étais PM. Moi, je suis passé Mmh. CPO, lui est passé PM. Et en fait, là, on est rentré dans quelque chose qui était un peu compliqué parce que moi, j'avais beaucoup de mal à me positionner vis-à-vis d'un cofondateur à qui j'avais pris la place j'étais amené à le manager. Donc, ma position était assez bizarre et je pense que c'était assez compliqué aussi de son côté. On en a beaucoup discuté. On a essayé de faire en sorte que les choses se passent bien et ça s'est super bien passé. Et donc voilà, donc je remercie Benoît pour tout ça parce que franchement, il a été d'une grande humilité et d'une grande aide pour beaucoup de sujets. Et je pense qu'il y a peu de cofondateurs qui auraient fait ça. Et donc lui, il l'a fait et je l'en remercie encore. Ouais et ça, c'est vrai que c'est un gros sujet, hein, le switch que vous avez fait, Ouais, de se dire, bah, les 2 personnes en général, quand on prend le poste de quelqu'un, c'est quelqu'un qui est parti de la société et on switche pas en général, en plus pour des rôles comme ça où, quelque part, entre guillemets, «on downgrade» quelqu'un, on upgrade quelqu'un d'autre en inversion. ouais, Et c'est quelque part, c'est quelque chose de beau, hein, que vous avez réussi à faire, mais du coup, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer la problématique justement qui est à l'origine de ce pivot et justement peut-être ça va avec bah, la mission du coup et pourquoi toi et qu'est-ce qui a fait aussi, quelle mission derrière, quel mandat il t'a donné ou vous vous êtes donné avec les cofondateurs parce que de mémoire il y a deux personnes, hein, c'est ce ouais, que tu m'avais dit. ouais. Du coup, juste nous expliquer peut-être un petit peu ça et justement peut-être la problématique qui est à l'origine d'un changement de gouvernance product et pilotage produit et derrière, qu'est-ce que ça a donné et peut-être même toi, tu as peut-être fait face à d'autres challenges liés à cette prise de poste et nous expliquer un petit peu ce qu'il en a été. Ouais, bah super. Bah alors en fait, déjà, je pense que tout part du parcours de Benoît, le cofondateur. En fait, il y a deux cofondateurs, Thibault Lévy, Benoît Cotte. Thibault Lévy, c'est le CEO, il est toujours CEO d'ailleurs. Et ensuite, Benoît, lui, c'était historiquement le premier CTO de partout. Ce qui est assez marrant dans son parcours, c'est qu'à la base, lui, il a un parcours de pharmacien. Donc en fait, il n'avait jamais codé. Et quand il a rejoint la boîte, c'était un ami de Thibault d'enfance ou d'école, je sais plus, d'école. Et il lui a proposé du coup de prendre en main la partie développement de notre première version de l'application. Donc Benoît, il a appris sur le tas, il a développé cette première version, et il est arrivé à ses limites. Et à ce moment-là, il a recruté un ami à lui comme CTO, et lui s'est retrouvé un peu dans une position où il savait pas trop où se positionner dans la boîte et quoi faire. Et lui était très intéressé par le produit. C'était beaucoup documenté. Il avait beaucoup lu d'articles, de livres, etc. sur le product management, mais il n'avait jamais vraiment pratiqué ça dans une entreprise. Et donc moi, quand il m'a recruté, il m'avait recruté en fait pour travailler sur ce rôle de PM,
Et quand il m'a proposé de switcher sur le poste de CPO, lui, sa volonté, c'était que moi, je puisse le former sur des problématiques produits et que lui se forme au métier de product manager pour ensuite pouvoir l'appliquer dans le futur, dans une autre expérience. Et voilà. Et donc moi, l'avantage aussi que j'avais dans l'histoire, c'est que j'avais déjà fait pas mal de product management dans le passé. Et là, c'était une bonne opportunité pour moi de faire du management et de construire une équipe produit, chose que je voulais faire en fait. C'était une ambition que j'avais un peu perso, de me dire je veux rejoindre une boîte dans laquelle on va créer une équipe produit de bout en bout et travailler à ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me motivait. Et donc Benoît m'a donné cette possibilité de le faire. Et en contrepartie, moi je l'ai aidé à monter en compétence sur la partie product management. Du coup, en termes de problématiques qu'on a pu rencontrer, il y en avait plein ensemble. C'est-à-dire qu'on n'était pas tout le temps d'accord sur plein de sujets. Moi, j'avais beaucoup de mal à me positionner, sachant que lui, il avait quand même, du coup, sa casquette de cofondateur et dans des Mmh. décisions, ça compte. Et au début, c'était compliqué. Puis on en a discuté de plein de situations un peu problématiques. Et en fait, tout est rentré dans l'ordre avec le temps. Et à la fin, c'était assez clair pour chacun de nous deux où on devait se placer et quelles décisions qui devait prendre, quoi. Ok, du coup, de cette expérience, quelque part, entre guillemets, t'en retires quoi? Et mes deux questions sous-jacentes, c'est euh, à quel moment tu conseillerais de faire un switch comme ça avec un cofondateur ou pas un cofondateur? C'est-à-dire, effectivement, ça pourrait être, je pense, un head of product, un CPO ou même un lead PM qui part peut-être côté tech ou côté QA. Enfin, on peut imaginer comme ça des parcours un petit peu horizontaux et refaire monter un autre PM un peu en leadership. Voilà. Est-ce que tu le conseillerais? Ou pas du tout, et vous, ça a bien fonctionné parce que c'était le début, parce que c'était, tu vois, le contexte. Et si tu le conseillais, c'était à refaire, qu'est-ce que tu proposerais? Ouais. Alors, je sais pas si je le conseillerais ou pas, parce que je dirais plutôt que moi, c'est la situation qui a fait que on s'est Ouais. retrouvé comme ça. C'est pas quelque chose qui était voulu, qui a été forcé. C'est quelque chose en fait qui a été discuté, réfléchi avec Benoît. Euh, Moi, je pense qu'en fait, à partir du moment que ce soit un cofondateur ou pas, qui se sent moyennement dans son poste, qui a peur en fait de prendre des mauvaises décisions et qui en discute avec un de ses managers et que son manager, lui, a pour ambition du coup d'avoir un poste de head of ou quoi que ce soit, en fait, peut-être à ce moment-là, c'est bien d'avoir cette discussion et se demander est-ce qu'il ne faut pas switcher. Après, enfin, j'en ai quand même pas mal discuté avec d'autres CPO, head of, etc. C'est quand même des situations qui sont très rares. Moi, j'ai rencontré personne qui a vraiment fait ce switch. Je pense aussi qu'il faut avoir vraiment une grande humilité pour pouvoir le faire. Moi, j'ai toujours dit à Benoît, moi, je sais pas si à ta place, j'aurais pu faire ça à la base. Maintenant, je pense que je le ferais si j'avais besoin. Enfin, j'ai gagné un peu en maturité depuis, etc. Mais il y a quelques années, j'aurais peut-être pas été capable de faire ce que lui a fait. Hmm. Ok, super intéressant. J'espère que ça répond à la question de Pierre-Antoine qui demandait pourquoi un tel switch. Et je pense qu'on a reparlé un petit peu de l'origine et de ce mouvement. Oui, Il y a une question de Maxime, alors j'essaie de bien comprendre, hein, mais il met comment tu as fait pour arbitrer la roadmap dans un tel contexte. Alors Pierre-Antoine dit il s'est senti concerné par le sujet, c'est intéressant. Mais ok. du coup, j'imagine que c'est la roadmap produit, hein, avec les deliveries. En plus, vous êtes au début de l'aventure, la boîte a 2 ans, de ce que je comprends, 2, 3 ans. Ouais, Euh, du coup, c'est comment peut-être la prise de décision où tu as dit en toute transparence, et c'est plutôt sympa que vous n'étiez pas forcément tout le temps d'accord. ouais. Justement, tu te retrouves toi en leadership produit, l'autre personne est cofondatrice et à l'origine du produit. J'imagine que ça a dû être sport, et comment justement vous avez fait pour arbitrer et comment toi tu as fait pour peut-être même pousser tes sujets quand tu étais convaincu. Ok, bon alors j'avais prévu d'en parler un peu plus tard dans la Ah, presse. c'est ça. Non, mais en fait on peut aborder le sujet maintenant, on y reviendra après, c'est pas grave. En fait, une vraie problématique qu'on avait, en tout cas une vraie frustration que j'avais moi, c'était plutôt vers 2019, enfin 2018-2019, un peu 2020, c'était que la roadmap, elle était ownée par la strat chez nous. Donc c'était plutôt poussé par les CEO, alors parce qu'on a deux CEO chez Partout, un cofondateur, un autre qui n'est pas cofondateur. Et donc, la roadmap était poussée par eux. Et en fait, finalement, nous, les équipes de développement et produits, on était plutôt dans le rôle d'exécutant que dans le rôle de penseur, apporteur de sujets et de problèmes. Et donc, en fait,
Vraiment, moi, c'était une frustration et j'ai mis énormément d'énergie à essayer d'inverser la tendance. Donc, en proposant des solutions, en essayant de montrer, par exemple, que la roadmap que nous, on pouvait leur proposer, bah, elle avait beaucoup plus d'impact parce qu'elle avait été étudiée avec de la user research, etc., auprès des cofondateurs. Et en fait, le switch, il s'est fait petit à petit. Et en fait, maintenant, notre équipe produit, elle est 100% owner de la roadmap. Mais ça a pris beaucoup de temps. C'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain, boum, on change tout. C'est vraiment quelque chose qui se travaille dans la durée. Au début, on essayait de trouver un compromis. Il y avait une roadmap qui était faite côté strat, une roadmap qui était faite côté produit. On l'a confronté en fin de trimestre. Ensuite, bah, on avait un peu plus de liberté pour proposer une roadmap. Ça a fonctionné. Puis on a ajouté des KPI, ça a encore mieux fonctionné, etc. Jusqu'à arriver à un process qui maintenant a convaincu la strat et ils nous font confiance dessus. Ok, super, super intéressant. Je vois que le temps avance un petit peu. Je te Ouais. propose du coup de faire ce petit saut dans le temps. On avait dit qu'on respectait la fameuse timeline qu'il y a là-dessus. Donc 2020, la boîte avance un petit peu, gagne en maturité, grandit. Est-ce que tu peux expliquer du coup le contexte aussi et du coup les problématiques que tu as rencontrées voilà, un petit peu plus tard dans le temps? Ouais, bah, je vais reprendre depuis 2018 du coup, pour faire les 3 points. Du coup 2018-2019, la problématique c'est que, il y a pas mal de personnes dans l'équipe de dev, qui partent, 4 personnes sur 5. Hmm. On a des gros problèmes techniques avec notre plateforme. Dès qu'on onboard des nouveaux clients, bah, la plateforme Hmm. crash et du coup c'est enfin impossible de scaler. Surtout qu'à ce moment-là, on faisait intégrer du coup, Webedia à notre capital. Donc assez compliqué. Et donc le parti pris, ça a été de dire on arrête de développer et du coup on reconstruit les bases de notre plateforme. Mais on va y revenir juste après. Hmm. Ensuite, 2020, là c'est plutôt la partie structuration des équipes. Beaucoup de devs sont partis, on a recruté des nouvelles personnes et en fait maintenant on veut en fait faire en sorte qu'elles travaillent efficacement avec nous. Donc on construit un système de feature team. Donc les feature teams, c'est des groupes de personnes qui travaillent ensemble avec un product manager, un lead développeur et 2 à 3 développeurs chez nous. C'est la période aussi où il y a le Covid et c'est la période aussi où, on va dire, en raison du Covid, on a commencé notre croissance. Donc pareil, ça je vais y revenir juste après. 2021, c'est une grosse année pour nous parce que on a énormément recruté de personnes. Il a fallu vraiment structurer la boîte, mais à tous les niveaux, dans toutes les équipes, etc. Et c'est vraiment l'hyper-croissance, quoi. Là, pour le coup, il a fallu vraiment faire enfin, construire des fondations pour le futur. Et 2022, la problématique qu'on a eue, c'est qu'on n'arrivait pas à adresser un segment de clients de notre côté. Et donc, on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on allait faire ça. Est-ce qu'on allait le développer en interne? Est-ce qu'on allait, je ne sais pas, recruter des personnes pour nous aider à penser des solutions, etc. Ou est-ce on allait racheter une boîte? Et donc, on a pris ce dernier parti de racheter une boîte qui s'appelle Pulp. Et du coup, on a diversifié notre offre de produits, mais ça a quand même créé pas mal de problématiques dont on va parler. Du coup, ouais, Ouais, dis-moi? vas-y, je te laisse la main sur le slide deck. Ouais, Euh, Comme tu disais, on revient de 2018-2019. Moi, ouais, le sujet naturellement qui me titille, bah, c'est évidemment le départ de développeur qui incite une prise de décision stratégique et la refacto dans un contexte d'entrée au capital d'une nouvelle entreprise. ouais, Mais ça fait pas bon ménage en général de dire on fait rentrer quelqu'un au capital et en même temps bah, on a notre équipe technique qui part et bah, du coup on stoppe un peu les développements. Est-ce que du coup ça a impacté la croissance? Comment voilà, d'où vient ce choix? Et qu'est-ce que tu en retires aussi? Les grosses refactos en général ça fait peur, ça plaît pas. C'est pas très ouais. vendeur, je sais aussi auprès du management. En tout cas nous quand on en met et même parfois auprès de nos clients, c'est difficile de leur annoncer qu'il faut faire une grosse pause pour remettre d'aplomb la tech du produit. Donc comment ça a pu s'originer tout ça et comment vous avez pu gérer un tel sujet? Bah, ouais, alors déjà, c'était une période vraiment, vraiment compliquée, pour le coup. Moi, je venais d'arriver et enfin, pour être tout à fait transparent, sur le moment, je me suis demandé, en fait, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais une position très confortable avant et je me retrouvais dans une situation vraiment, critique. Mais sur le moment, je me suis aussi dit: «C'est cool parce que c'est un bon challenge à résoudre, et sur lequel travailler» et surtout, j'étais entouré de personnes qui étaient enfin, vraiment que j'admirais à ce moment-là, qui m'apprenaient énormément de choses et qui m'ont vraiment fait grandir. Mais du coup, ce qui a été compliqué, c'est le départ des développeurs, 4 sur 5. Et ce qui était vraiment encore plus compliqué dans cette galère-là, c'est qu'il y avait le CTO qui partait. Donc moi,
je pense qu'avec le recul, la raison de départ, en fait, c'était la forte dette technique que l'on avait. Ça entraînait énormément de pression de la part des équipes commerciales, etc. Et finalement, les développeurs, ils étaient, entre guillemets, réduits à fixer des bugs toute la journée, plutôt que penser travailler sur la plateforme pour le futur. Et donc, pour régler tout ça, enfin, j'ai mis en bleu là 3 étapes qui me paraissent, qui m'ont paru clés. La partie communication, la partie structuration et la partie, process. Donc la partie communication, ça n'a pas été simple. En fait, il a fallu faire comprendre à toute la boîte, mais vraiment à tout le monde, à toutes les équipes, que notre plateforme n'allait pas bien. Et les gens, ils avaient beaucoup de mal à l'entendre, parce que pour eux, lorsqu'on a demandé des clients, ça fonctionnait, mais ce qu'ils ne voyaient pas vraiment, mis à part les customer success, c'est que pas mal de, clients existants déjà onboardés, en fait, les intégrations se cassaient, et donc ça crée beaucoup de frustration. Ensuite, les équipes, elles voyaient qu'il n'y avait aucune nouvelle fonctionnalité qui sortait et qu'à chaque fois qu'ils nous soumettaient des demandes, en fait, on les rejetait continuellement. Et donc ça, en fait, ça a créé énormément de frustration. C'était une boucle un peu infinie où, enfin, moi, du coup, j'étais côté produit à ce moment-là, côté PM, pardon, et je passais mon temps à investiguer des bugs et à les donner à des développeurs pour les régler. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'à ce moment-là, on allait communiquer à la boîte le fait de mettre en pause totalement le développement de l'application et du coup de faire en sorte que les nouveaux développeurs qu'on avait recrutés travaillent sur un refactoring, donc reconstruire la plateforme sur des bases solides qui vont nous permettre qui allaient nous permettre dans le futur de pouvoir développer de nouvelles fonctionnalités, d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus scalable. Et le discours, il a été un peu dur à faire et il a été un peu mal compris au début par les équipes parce qu'en fait c'était très technique et ils n'avaient pas l'habitude d'avoir ce genre de discours. Mais en fait, on leur expliquait que dans tous les cas, on allait le faire, que c'était nécessaire. Et aujourd'hui, heureusement qu'on a fait ça parce que ça a vraiment payé. Et tu n'as pas eu une difficulté, je vois la vision globale et l'incompréhension d'équipes commerciales, marketing, plus métier chez vous là-dessus, mais même auprès de tes équipes tech, parce que bah, du coup, vous avez, comme tu le disais dans le contexte, vous aviez des départs d'équipes tech, parce que bah, j'imagine, voilà, comme tu le disais, pressurisation, gestion de bugs à outrance, etc. Certes, tu leur vends la vision, mais quand même, tu leur annonces qu'ils vont faire de la refacto pendant plusieurs mois, alors que voilà, ces Ouais. équipes elles sont en baisse, etc. Comment c'est pris? Parce que tu n'as pas eu peur justement de reperdre des développeurs, enfin, Bah, il y en avait etc. plus. Donc, en fait, il y en Ok. avait plus. Il restait qu'un lead développeur, d'ailleurs, qui est devenu le CTO. Et en fait, moi, j'ai énormément bossé avec lui. Bah, alors, c'était le deuxième point que j'avais mis, la partie structuration. Mais c'est qu'en fait, nous, on a vendu ça comme étant un nouveau challenge qui était nécessaire pour la construction de la boîte. Et en fait, les gens l'ont vraiment pris comme ça. Enfin, les développeurs l'ont vraiment pris comme ça. Et ils ont travaillé ça sous forme de challenge et pas sous forme de on repasse sur du code un peu dégueu que l'on va refaire. Et donc, en fait, tout a été reconstruit. La base, vraiment, enfin, je pense que 100% du code a été refait. On a reconstruit une plateforme à côté, en tout cas un socle applicatif, et sur lequel on développe encore aujourd'hui. Ouais, tu Et revends un build, quoi. Vous avez réussi à ouais, recruter comme ça, quoi. C'est sur le ouais, projet. exactement. Mm. Exactement. Et en fait, du coup, ce qui était assez frustrant, c'était que côté product management, finalement, du refacto, c'était des tâches qui étaient très techniques, il y en avait peu. Enfin, il y avait pas grand-chose à faire pour la partie produit. Et nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est concentré sur le futur, en se disant, une fois que la plateforme serait reconstruite, que ses bases seront solides, qu'est-ce qu'on fera? Et donc, en fait, on a pensé, imaginé des produits pour le futur. On avait déjà fait toutes les specs pour une fois que ce serait fait. Et ensuite, derrière, finalement, bah, c'était cette partie structuration. En fait, comment est-ce qu'on construit ces équipes-là? Comment est-ce qu'on collabore entre l'équipe produit et l'équipe tech pour penser le futur, pour commencer à spéquer, techniquement parlant, etc. Et voilà. Mais comme quoi aussi, peut-être une leçon, j'imagine que vous retenez et qu'on peut retenir, c'est être présent et fort dans un moment dur comme ça. Vous avez été remercié, un lead dev qui passe CTO, toi qui Ouais, passes du PM à CPO, derrière, ils ne vous ont pas oublié. Ça, c'est ouais, important. exactement, exactement. Mais en fait, vraiment à ce moment-là, en fait, on était tous dans le dur, mais finalement tout le monde était vraiment très motivé à faire en sorte que ça fonctionne parce qu'on croyait vraiment au projet. Et je pense que c'est ce qui a payé. Et effectivement, la boîte nous a bien remerciés et enfin, c'est vraiment génial, quoi. Enfin, moi, j'ai vécu une aventure incroyable à cette époque-là. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et enfin, c'est fou, quoi.
Ouais, ouais, c'est dingue. J'ai deux petites questions pour toi Ouais. qui nous viennent des participants. Une question assez simple hein, et très opérationnelle. Combien de temps vous avez mis pour la refacto au global? On a mis presque 1 an. Alors, on n'a pas tout stoppé pendant 1 an, mais je dirais que pendant un peu plus de 6 mois, 6 à 9 mois, pour le coup, on a vraiment bossé que sur la refacto. Ensuite, on avait recruté d'autres personnes, une deuxième équipe, où on a commencé à travailler du coup sur un premier produit à part. Ok, alors la question de Maxime, mais je pense avoir une partie de la réponse, c'est comment tu gères le fait que les devs n'apprécient pas trop récupérer le code historique, quoi, issu de dev, mais de ce que je comprends, c'est un rebuild total, quoi. Vous avez vraiment Ouais. euh, tout repensé de A à Z, non? Vous êtes reparti de zéro. Alors, on a construit, je dirais qu'on a reconstruit peut-être 70% de tout ce qu'il y avait au départ. Ok. Ensuite, les 30% restants, on les a fait dans le temps. En fait, parce que c'était des choses qui fonctionnaient, qui étaient moins buggées, et cetera, et surtout qui n'étaient pas, critiques pour, le Mm. développement, de l'application derrière ou le développement de nouveaux produits ou de nouvelles fonctionnalités. En fait, on s'est surtout concentré sur refaire le socle du départ. Et une fois qu'on a eu ça, derrière, on a pu construire et repasser sur du code legacy, etc. Mais encore, là, je crois en plus dans notre app, on a toujours du code legacy sur certaines parties de l'app, mais qu'on prévoit même pas en fait de changer parce qu'il fonctionne très bien comme ça jusqu'à présent, quoi. Je sais pas si je réponds à la Mm. question, mais Ouais, ouais, non, c'est plutôt clair. Et en fait, vous aviez fait un espèce d'état des lieux au départ. ouais, c'est Euh, ça. Mais c'est surtout le CTO qui avait regardé en fait sur la partie technique en fait qu'est-ce qui posait problème à ce moment-là pour développer l'application. Et donc en fait, il avait vraiment fait ce que tu disais, bah, un état des lieux. Et ensuite, derrière, on a réfléchi sur qu'est-ce qu'on voulait prioriser là-dedans, qu'est-ce qui allait être bloquant ou pas pour développer de nouvelles choses. Et en fait, on s'en est sorti comme ça, quoi. ok. Et du coup, notre ancien CTO a vraiment fait un travail mais incroyable là-dessus pour la partie plateforme. Parce que pareil, notre app, elle n'en serait pas là aujourd'hui s'il n'avait pas fait tout ce boulot-là, quoi. Top. Écoute, on a encore une ou deux questions de Maxime, Pierre-Antoine. Je Ouais, propose qu'on les prenne et après qu'on passe à l'étape suivante, parce que je pense que ouais, tout le monde a envie de savoir la suite, évidemment. Ils demandent, alors une question très terre à terre, ils sont assez impressionnés, et moi aussi, hein, par quand même la Refacto, 70%, c'est un sacré périmètre pour une boîte qui est déjà lancée depuis un moment et c'est votre seul produit, hein, surtout à l'époque, avant le ouais. rachat. On avait Euh, qu'un produit, ouais. ouais. Quel est l'impact en fait vous avez, sur la division de la dette technique, c'est la question, mais du coup, bon, j'extrapole en disant l'impact, mais qu'est-ce que ça a pu changer du coup et est-ce que vous avez gagné? Est-ce que ça a été un défi gagnant quelque part? Ouais, bah, alors je dirais que ça a tout changé. Pour pour être tout à fait transparent, au début, en fait, on n'avait qu'un seul produit qui était le presence management chez nous, donc diffuser des informations d'établissements sur plusieurs plateformes, et cetera. Bah, déjà, ça nous a permis de travailler sur un deuxième produit qui était la collecte d'avis, et le fait de pouvoir répondre à des avis, et cetera. Ça, en fait, avant, c'était assez bloquant parce qu'on avait un gros souci sur la partie, connexion de comptes entre, partout Google, partout Facebook et cetera. Et en fait, derrière, finalement, bah, ça s'est développé, mais super vite. On a gagné en efficacité de manière incroyable. Au passage, en fait, en recrutant des nouvelles personnes, on a mis en place des nouveaux process. On s'est dit qu'on allait travailler en Scrum. On a changé d'outil. On était sur Trello. On est passé sur Jira pour gagner du temps, etc. Je dirais qu'on s'est professionnalisé, qu'on est devenu beaucoup plus efficace et surtout qu'on était tous alignés sur la vision produit que l'on voulait avoir, la vision de la boîte et voilà. Enfin, Trop chouette. Et d'ailleurs, il y a des questions qui viennent un peu, qui extrapolent sur l'équipe et après on passe à la suite, promis. ouais, Mais c'est justement la gestion d'équipe sales et customer success chez gros vous, sujet. ouais, qui était quand même aussi à l'origine de l'insatisfaction globale et des départs de l'équipe technique, hein, de ce que je comprends, des devs. Du coup, c'est comment tu gères ça? Comment tu gères le conflit avec des fonctions voilà, qui sont incentivées sur le résultat et aujourd'hui, bah, en phase de rebuild comme ça, tu n'as pas grand-chose à offrir à part l'existant. Comment eux, tu as pu mitiger leurs attentes, leurs frustrations, parce qu'il va y avoir des demandes clients d'évolution dans tous les sens, j'imagine. Donc voilà, comment tu gères tout ça? Moi, je dirais que ça a été un énorme problème. Pour le coup, en fait,
plus que sales, customer success, il y avait aussi les customer care chez nous parce Mmh. que il y avait énormément de problèmes et beaucoup de support. En fait, je dirais que finalement, les sales, eux, on leur a fait la communication, ils ne comprenaient pas vraiment, surtout que c'est vraiment compliqué de montrer des avancées quand c'est de la refacto parce qu'il n'y a Ouais, rien de très tout à fait. visuel, c'est que Mmh. du code et mis à part nous croire, ils avaient pas de matière, quoi. Et en fait, là, on s'est dit que plutôt que vendre notre produit, ce qu'on allait vendre, c'était la vision qu'on avait du produit à court, moyen, long terme. Et en fait, eux, ils ont pu continuer de vendre, mais la problématique qu'on avait qui était derrière, c'était comment est-ce qu'on va faire pour que les clients actuels ne churnent pas, sachant que lorsqu'on onboard, enfin à cette époque, lorsqu'on signait des nouveaux clients, qu'on les onboardait, on cassait des intégrations un peu aléatoirement dans notre base, et donc il y avait des clients qui se déconnectaient, leurs informations étaient plus à jour, etc. Et finalement, c'était plutôt les customer success et customer care qui étaient impactés. Et donc nous, on a essayé de bosser avec eux plutôt sur la partie process, essayer de détecter quels clients étaient déconnectés pour qu'on prenne des actions manuelles, essayer de faire en sorte que les customer success, ils vendent des choses qui soient, enfin, qui fassent du cross-sell, de l'upsell, avec des choses qui sont pas forcément dans l'app, avec des dashboards, je sais pas, d'analyse client, des choses comme ça. En fait, on les a gérés pendant un an comme ça, un peu à, je dirais un peu à l'arrache, mais ouais, c'était au compte-goutte, un peu au jour le jour, en fonction des demandes. Enfin, c'était vraiment une période compliquée. Je n'ai pas vraiment d'exemple en tête parce que des demandes, il y en avait vraiment tous les jours. Je dirais que des, des, des bug requests, on en avait peut-être 15 par jour, avec 3 personnes pour gérer ça. Enfin, c'était un peu un enfer. Mais côté commercial, on a pu continuer de vendre, pas aussi bien que ce qu'on avait espéré, Mmh. ce que l'on espérait plutôt à la base, mais c'était pas à zéro non plus, quoi. Ok, top. On arrive fin 2019. Du coup, j'imagine que tout ça commence à être derrière toi, avec en plus, comme tu le disais, Ouais, une précisation des équipes sur du Scrum, changement d'outils de pilotage avec Jira et de suivi du delivery. ouais, Du coup, on arrive en 2020, donc ouais. teasing, il nous reste 3 ans à peu près. Qu'est-ce que tu as affronté? Comment est la boîte en 2020? Et je crois que c'est plutôt bien passé pour vous, donc Ouais. d'autres défis s'annoncent. Ouais, exactement. Bah, alors, il y a plusieurs gros défis. Déjà, ce qui est assez marrant, c'est que je me souviens que début 2020, j'avais fait une annonce à tout le monde en expliquant, c'est trop bien, notre plateforme, bah voilà, elle refonctionne. On a sorti notre produit de gestion des avis, de collecte de nouveaux avis, etc. Et du coup, moi, j'avais une frustration, c'était la roadmap. On en a parlé juste avant. C'était plutôt transformer donc des équipes qui étaient exécutantes en équipes pensantes. Donc, ça passait par la roadmap. Mais on a eu un épisode que vous connaissez, le Covid, qui est arrivé. Donc là, un peu comme tout le monde, un peu comme toutes les boîtes, nous, on a pris peur sur le moment. On s'est dit, ah super, notre plateforme, elle est top maintenant qu'on vient de finir le refacto, qu'on a des nouveaux produits, etc. Puis le Covid arrive et bam, on a plus, enfin, on a eu peur de pas avoir de clients à qui les vendre parce qu'il y avait des restrictions budgétaires, etc. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que nous, ça a été une énorme opportunité, le Covid. En gros, notre premier produit, c'est le presence management. Faire en sorte que les établissements ils puissent changer leurs horaires, leurs photos, etc. Depuis un endroit unique et que ça se soit répercuté sur un ensemble de plateformes en ligne comme Google My Business, Facebook, blablabla. Et donc, en fait, il y a pas mal de boîtes avec les changements de couvre-feu, les changements d'horaire d'ouverture, de fermeture, les click and collect, tous les trucs, etc., qui n'étaient pas équipés et qui ont commencé en fait à chercher des solutions, bah, comme partout, pour pouvoir le faire pour l'ensemble de leurs établissements. Imaginez je sais pas, un Carrefour qui a 1000, 1200, 1500 magasins en France. euh, qui doivent en fait gérer manuellement les horaires de tous leurs établissements sur Google, sur Facebook, sur TripAdvisor, j'en sais rien, sur tous les sites partenaires. En fait, ils ne pouvaient pas le faire. Donc, ils se sont tournés vers nous et donc, on a eu plein de nouveaux clients qui sont arrivés. Et donc, on était à peu près 70 en début d'année en 2020. On a fini l'année à peu près 200, si mes souvenirs sont bons. Donc, grosse croissance. Et donc, les gros enjeux de cette année-là, ça a été qu'on n'était pas prêt en fait à cette croissance-là. Donc il a fallu recruter. Et recruter pendant le Covid, bah, c'était pas le plus simple. Donc nous, on était habitués à faire des entretiens en physique, à recevoir les gens, à vraiment les rencontrer comme ça. Là, c'était plutôt des entretiens donc visio, chose qu'on n'avait jamais faite. On n'était pas trop formés à faire ça. Donc ça a été un vrai challenge pour nous. Et du coup, on s'est dit,
que c'était aussi une bonne occasion, en recrutant toutes ces nouvelles personnes-là, de senioriser l'équipe. Au début, en fait, la boîte, pour être tout à fait transparent, il y avait 80% de gens qui étaient juniors, c'était leur premier job, etc. Et en fait, on avait tous à apprendre, tous jeunes managers, on avait énormément de choses à apprendre. Toujours énormément de choses à apprendre, mais à cette époque-là, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Et donc, on a profité pour senioriser tout ça, mettre en place des process, etc. Et voilà. Et ce qui était compliqué, c'est que cette croissance à laquelle on n'était pas préparé, elle devait être maîtrisée pour pas finir en catastrophe. Donc, on a recruté sur tous les postes de l'entreprise, que ce soit des sales, des success, des care, des products, etc. Et du coup, il a fallu adapter tous nos process parce que c'est pas la même chose quand on est 25, 70 ou 200. Donc voilà. Ouais. Et justement, est-ce que tu peux zoomer, nous dire un peu comment évoluer l'équipe produit, Ouais. ta team, et quels défis du coup tu as affronté? Parce que qui dit structuration, recrutement, dit organisation, et je sais que tu as fait des vrais arbitrages, des vrais choix sur l'orga. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment tu as un peu structuré l'orga et pensé l'orga, comment Ouais. ça a fini et les choix que tu as faits? Je disais tout à l'heure, en fait, pour la roadmap, moi, mon objectif, c'était de faire en sorte que l'équipe produit, elle soit owner de cette roadmap-là. En fait, une frustration qui provenait du coup des gens côté produit ou côté tech, c'était qu'à chaque fois que la roadmap était définie, en fait, on dispatchait les sujets un peu aléatoirement à travers les équipes en fonction de qui avait de la place ou pas. En fait, là, on s'est dit que c'était une mauvaise manière de fonctionner. Pardon. Et que du coup, la bonne chose à faire, ce serait de créer des feature teams, des petits groupes de personnes qui bossent ensemble sur un scope donné et qui soient experts de ce scope-là. Mmh. Donc en fait, on a commencé à mettre en place ces feature teams. Pour rappel, c'est un PM, un lead développeur, 2 à 3 développeurs par équipe, et à les spécialiser. Donc par exemple, on a une équipe qui est dédiée au fait de collecter les informations des établissements, faire en sorte que ces informations soient bien remplies sur la plateforme, et une équipe qui est dédiée à faire en sorte que ces informations soient bien diffusées sur les plateformes. Ça, c'est 2 équipes séparées. Elles ont un scope très réduit, mais ça permet en fait à ces équipes-là de devenir beaucoup plus autonomes et de Mmh. pouvoir travailler sur une roadmap d'équipe à travers le temps. Et est-ce que du coup, à travers ce modèle de feature team, vous avez rencontré, j'imagine, des soucis, des problèmes, des difficultés? Ouais, Et il y a une autre question, ça c'est la question Bourbier classique. ouais, Après, tu as une autre question de Pierre-Antoine et qui peut être un corollaire, c'est combien de temps vous avez mis? ouais, Bon, après, j'imagine que ça évolue et que ça on itère là-dessus sur le modèle orga. ouais. Mais combien de temps, en gros, vous êtes passé de A à B, quoi, de votre team initial à des feature teams opérationnels? Donc, est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Et peut-être aussi Ouais. pourquoi, même si tu as expliqué les avantages de la feature team, mais pourquoi ce choix-là et pas un autre? Parce que c'est vrai qu'il y en a plein, hein. On aurait pu penser à Component Team, on aurait pu penser au Persona Team, Impact Team. euh, il Ouais. y a plein de modèles. Donc, pourquoi ce modèle-là? Combien de temps, du coup? Et est-ce qu'il y a eu des difficultés? J'imagine que oui. Ok. Alors déjà, juste le modèle feature team, moi je l'avais déjà testé en fait dans une Mmh. précédente expérience et le CTO de l'époque l'avait également testé. Et en fait, on était plutôt d'accord pour se dire que ça avait fonctionné dans nos expériences précédentes et du coup, on se demandait pourquoi ça fonctionnerait pas chez Partout. Et donc en fait, on s'est pas posé la question d'un autre type d'organisation. En fait, ce truc-là avait fonctionné pour nous. Du coup, on a voulu le tester chez Partout et ça a fonctionné. Ensuite, pour être honnête, on l'a testé en 2019, le modèle de feature team chez Partout. Mais en fait, on avait créé des feature teams, mais on dispatchait les sujets un peu aléatoirement dessus. On a vraiment eu le système de feature team qui fonctionnait en 2020. Donc je dirais que ça a pris à peu près 2 trimestres à mettre en place réellement, ce truc-là. Mais si je l'ai mis en 2020, c'est que ça a vraiment fonctionné à partir de 2020. Mmh. Et je sais plus, il y avait quoi d'autre dans la question? Et du coup, bah, est-ce que vous avez rencontré des difficultés, Ah oui. justement, autour de ce modèle-là? Et si oui, comment vous les avez, dépassées? Ouais, alors les difficultés, je dirais plutôt que c'est, un truc classique. C'est un changement, en fait, qui est opéré dans une boîte. Ce Mmh. changement, en fait, on n'a pas vraiment consulté toutes les équipes. On a essayé d'aborder le sujet en expliquant qu'on voulait leur donner plus d'autonomie, qu'on voulait faire en sorte que ce soit des équipes, beaucoup plus seniors, beaucoup plus expertes et cetera. Et donc on voulait tester un modèle qui était le modèle des feature teams. Et en fait, tu as toujours des personnes, qui sont, qui n'aiment pas changer.
les choses qui sont bien dans leur petit train-train quotidien. Et donc, en fait, là, on les a un peu bousculés en disant, ben voilà, on va passer d'une orga un peu à l'arrache à quelque chose qui est un peu plus structuré, structurant et spécialisé. Et en fait, on a eu du mal à les convaincre, mais finalement, ces personnes derrière, c'est devenu des promoteurs du système parce qu'elles ont vu que ça fonctionnait. Et finalement, maintenant, elles sont toujours là et elles l'appliquent toujours de la même manière qu'en 2020, quoi. Mmh. Donc les problèmes, ils étaient plutôt sur le. Enfin, je dirais qu'on a eu des problèmes de communication. On s'y est peut-être pas pris de la meilleure des manières pour opérer ce changement. On aurait pu peut-être mieux éduquer les équipes en disant ben voilà, on va vraiment faire ça, ce sera par étapes comme ça, etc. Mais en fait, à ce moment-là, on voulait juste tester, on était pressé de tester, et donc on l'a juste appliqué, et voilà. Ok, il y a une question de Nicolas, mais on va avancer parce que je vois, tant mieux, hein, il y a beaucoup, beaucoup de questions, ça fait plaisir. Ouais, Mais je vois que le temps file, mais ça intéresse beaucoup. Juste peut-être la question un peu classique, c'est vous aviez 2 feature teams en 2020. ouais. Combien aujourd'hui et comment vous avez fait évoluer tout ça au fil du temps et de la croissance? Est-ce que très rapidement, tu peux nous faire un peu le schéma? Ouais, ben alors c'est ma slide d'après. Cool. C'est plutôt pour 2021. En gros, 2021, c'est comment faire discuter les équipes ensemble et limiter les dépendances. En fait, 2020, on avait 2 feature teams. 2021, on en avait, si je dis pas de bêtises, 7. Et 2022, on en a 9 actuellement et on va finir l'année à 11 feature teams. Donc en fait, le fait d'avoir autant de petites équipes, en fait, ça a créé plein de problèmes. Elles se parlaient pas forcément ensemble, elles créaient des conflits en termes de développement, etc. Et donc en fait, ce qu'on a créé au-dessus des feature teams, c'est un système de tribus. Donc en fait, on a 4 tribes chez nous aujourd'hui qui représentent nos produits, enfin plutôt nos propositions de valeur, être trouvé, être choisi, amener plus de clients, et on en a créé une autre pour les outils en interne, donc c'est avoir un meilleur support. Et donc en fait, ces tribus, elles sont composées de plusieurs feature teams. Et en fait, on a décidé de dire que, par exemple, le presence management chez nous, il fait partie de la tribe qu'on appelle visibilité, et qu'à Hmm. l'intérieur de cette tribe, on a 2 feature teams, une dédiée à la collecte des informations business, une à la diffusion de ces informations business. Ce qui fait que chaque tribe a un scope donné et chaque feature team a un scope réduit du scope de la tribe. Et donc, en fait, on n'a que des experts. Et donc, les tribes, elles sont managées par des lead product managers et des engineering managers côté tech. Et les feature teams, elles sont managées par un product manager et un lead développeur. Ok, superbe. Et du coup, est-ce qu'il y a eu des problématiques justement à la mise en place de ces tribes? Est-ce que ça a réussi à vivre conjointement et de manière facilitée avec les feature teams? Ouais, Est-ce que tu as eu J'imagine parce que souvent, qui dit ça dit aussi problématique managériale, hein. ouais, Quand on est à la fois, on doit être participant ou collaboratif dans la tribe et en même temps on est dépendant d'une feature team. Est-ce que vous ouais. avez réussi à gérer ça et ça fera peut-être écho à une question d'Alice qui est un peu plus globale, qui est de comment, du coup, tu gères les personnes réticentes au changement quand tu fais de tels mouvements organisationnels. Ok. Alors là, pour le coup, on n'a eu aucune personne de souvenir qui était réticente à ce changement. En fait, ouais, ça a plutôt en fait changé les choses assez logiquement. Et c'était, enfin, moi je pense que, enfin, en tout cas, moi je l'ai vécu comme vraiment une bonne chose qui était logique et qui a fonctionné. Pour le coup. Ensuite, là où ça a été un peu compliqué, c'est qu'en fait, quand tu crées une tribe, en fait, tu as personne qui la manage. On n'avait pas de lead product, on n'avait pas d'engineering manager, etc. Donc, en fait, c'était plutôt sur cette partie organisationnelle où, en fait, moi, j'ai promu des gens. Il y a des gens qui étaient product manager, qui sont passés lead product manager. Et donc, pendant un temps, ils faisaient le rôle des deux. Ils étaient lead PM de la tribu et en même temps, ils étaient product manager d'une des feature teams de cette même tribu. Et en fait, avec le temps, on a recruté des PM pour les remplacer. Donc maintenant, chaque lead est uniquement lead. Il n'est pas intégré dans une des feature teams. Il est là pour faire en sorte que les feature teams qu'il manage se parlent, travaillent efficacement ensemble, etc. Et ils sont aussi là pour faire en sorte que chaque lead parle ensemble pour limiter les dépendances entre tribus. Ok, excellent. Alors pour Pierre-Antoine, parce qu'il ne se souvenait plus, vous êtes bien en Scrum. Ouais, Du coup, est-ce que, je pense que c'est une question sous-jacente, puisque du coup, il demandait le framework que vous respectiez, ou en tout cas qui vous inspirait en delivery.
Et du coup, Ouais. est-ce que vous avez dû faire des évolutions de framework? C'est peut-être une question, c'est peut-être lié aussi Ouais. au sujet de la qualité, on en parlait, parce que, on voit souvent des modèles effectivement de Scrum of Scrum, de Safe, Ouais. sans rentrer peut-être dans les usines à gaz, mais se développer et qui apportent aussi leur réponse au choix de synchro, au pilotage du delivery de manière globale. Donc, est-ce que là, tu as mis en place aussi, sur le plan peut-être des process, des éléments un peu différenciants? Ouais, alors on n'a pas vraiment changé. Ce qui est cool, c'est que le Scrum qu'on avait en 2019, finalement, on a toujours le même aujourd'hui. En fait, les équipes, c'est toujours la même taille, un PM, un lead, 2 à 3 devs. Et en Mmh. fait, on est très agile. Pour le coup, en fait, on fait des sprints de 1 semaine. Des fois, on fait 2 sur certaines exceptions, etc. Mais globalement, la plupart du temps, c'est des sprints de 1 semaine. Et chaque équipe, du coup, elle travaille en Scrum classique avec rétrospective, sprint planning, les daily, etc. Et enfin, ça fonctionne, ça crée un sentiment d'appartenance à un projet. Mmh. Le projet, en fait, tu vois l'impact assez rapidement parce qu'au bout d'une semaine, on a l'impression qu'il se passe rien, mais il se passe énormément de choses. Et les équipes, elles sont capables de faire des démos entre un truc qui n'existait pas le lundi et qui est live le vendredi. Donc, en fait, elles voient vraiment l'impact de leur travail et ça, c'est vraiment cool. Donc, non, je dirais qu'on n'a pas eu de gros problèmes à changer. Ce qui a changé, en revanche, c'est la méthode de priorisation. En fait, au début, on faisait un peu ça au doigt mouillé, à l'intuition. Mmh. Euh, depuis 2020, moi j'avais testé le framework RICE, Ouais. Rich Impact Mmh. Confidence Effort. Et en Mmh. fait, ce truc-là, framework d'Intercom, au début, je l'avais adapté aux besoins de partout, etc. Puis en fait, on a énormément itéré dessus. Et en fait, maintenant, on continue de l'utiliser, sauf que on l'a décliné pour 4 tribus. Et donc, 9 feature teams. Donc, ça fait vraiment beaucoup de monde qui travaille sur la roadmap en même temps. Mais en fait, le process qu'on a mis en place pour pouvoir le définir, lui, a changé parce que quand on avait 2 équipes, c'était facile. On se réunissait tous et on en parlait. Maintenant, en fait, c'est plutôt mes leads qui sont responsables de faire appliquer ce framework-là. Ensuite, ils me le pitchent, moi je les challenge, etc. Et ensuite, je présente ça à la strat chez nous. Ok, et une question de Louisa qui est un peu dans cette veine-là. Vous n'avez pas été à un moment tenté de changer d'orga, typiquement passage en Impact Team, de changer aussi de framework, de se dire tiens, on testerait pas ShapeUp par exemple, peut-être Si, pour faire un peu de la discovery. Euh, si. Bon, alors ça, c'est des discussions que l'on a toujours. Mais en fait, à chaque discussion, il faut avoir des personnes qui soient honneurs du sujet pour les tenir de bout en bout. Maintenant qu'on est nombreux, qu'on a quelque chose qui fonctionne, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur de changer. Mais du coup, on a quand même des personnes qui prennent des initiatives de leur côté pour essayer des choses. On n'a pas changé de modèle, mais par contre, Benoît, quand il était là, lui voulait tester le modèle ShapeUp. Il avait, je crois, un peu essayé dans une des feature teams, mais le coup de changement était était trop important. fort par rapport à ce qu'il y avait actuellement. Donc en fait, ils avaient décidé de continuer sur le rythme et Et sur le fort, framework qu'ils avaient, quoi. et fort impact pas assez positif. Ouais, exactement. Enfin, difficilement quantifiable et ils se disaient que l'effort à mettre en place pour le changement était beaucoup trop fort par rapport aux résultats qu'ils allaient avoir derrière parce que l'équipe tournait déjà vraiment bien, quoi. Yes. Alors Pierre-Antoine, pardon, il pose une question que je vais un petit peu élargir parce qu'il parle du début. Je ne sais pas si c'est forcément au début, Ouais. mais c'est vrai que dans les boîtes B2B, vous faites du B2B2C, on est tenté aussi de fonctionner un peu en mode projet parce qu'on a toujours des gros clients qui demandent des modifs du produit et qui pèsent lourd dans les décisions, dans les choix. Est-ce que c'est un challenge que vous avez connu? Et si oui, comment tu le gères si vous avez réussi en mode produit? À partir de Ouais. quel moment tu te dis, OK, je l'intègre au produit, ça concerne vraiment tous les clients et parce que moi, j'en ai vu plein des sociétés, et c'est vrai que nous, on en a pas mal aussi chez nos clients et autres, des SaaS B2B où effectivement, parfois, tu as une équipe projet et à côté une équipe produit parce que tu as un ou deux clients qui pèsent très lourd et quand ils ont des demandes, si tu ne les prends pas en compte, l'aspect business peut être Ouais. fortement impacté. Bah, je te dirais que on travaille un peu, enfin, ça dépend. À savoir que on n'a aucun problème à dire non à des clients sur des demandes qu'ils font en disant en fait, on n'est pas prêt pour pouvoir le faire ou clairement, c'est pas dans notre stratégie pour pouvoir faire ça. Ça nous arrive assez régulièrement, des dizaines de fois. Et c'est pas grave en fait, parce qu'ils savent qu'on est honnête, ils savent qu'on n'est pas des experts sur absolument tout. On est expert de ce que l'on vend, ce que l'on développe, mais tout le reste, quand c'est des fonctionnalités ou des produits qui sortent un peu de notre scope,
bah, en fait, il entend tout à fait qu'on va pas le faire. Ensuite, en fait, on a des clients qui nous remontent des choses, des clients en fait qui paient un certain montant, enfin souvent très élevé d'ailleurs, pour certaines fonctionnalités. Mais c'est des fonctionnalités, si on les a déjà dans notre backlog, ou dans notre roadmap, en fait leur poids il augmente, assez significativement et vu qu'on challenge notre roadmap tous les trimestres, on est capable de s'adapter pour pouvoir le faire passer. En fait, nous, c'est plutôt le mot d'ordre, c'est les fonctionnalités que l'on met dans la roadmap, elles doivent s'appliquer à tous les clients et pas à un client en particulier. Sinon, on ne le fait pas. Excellent. Et du coup, avant de finir pour l'année 2021 et passer peut-être à la dernière étape qui est encore Ouais. plus d'actualité, c'est vrai que tu avais ton sujet, Kali, où ce qui est intéressant, je trouve, c'est que tu dis, bah, plus il y a d'équipes, plus on dev, plus il y a de bugs. Et ça fait écho à une question de Maxime que j'élargis aussi, parce qu'il parlait que de la phase de refacto. Est-ce que vous avez fait évoluer, ou vous êtes professionnalisé aussi sur le plan technique, les Ouais. environnements, les différents environnements? Ils demandent aussi sur des démarches de DevOps. Est-ce que c'est des choses chez vous qui ont aussi bougé avec la croissance, avec la phase de scale? Ouais, bah, clairement. Bah, t'as cité tout ce que je voulais dire. En fait, on a recruté des DevOps. Tu viens de piquer. Euh, ouais, on a recruté des DevOps. On a monté une équipe QA. Mm. Et on a mis en place en fait un process de gestion des bugs beaucoup plus efficace que ce que l'on avait avant avec un système de priorité, une personne qui est là pour les dispatcher, etc. Et là, on a fait un truc, bah, cet été d'ailleurs, on est passé sur une méthodologie zéro bug, c'est-à-dire qu'on a travaillé tout le mois d'août à faire en sorte qu'il y ait zéro bug sur notre plateforme. Et on l'a atteint. Au début, on avait un peu plus de 500 bugs référencés dans nos backlogs et on a dispatché ça sur toutes les équipes et tout le mois d'août, elles ont bossé sur arriver à zéro et on l'a atteint. Donc là, on a notre travail du moment, c'est plutôt conserver ce nombre de bugs proche de zéro. Et j'ai entendu équipe QA. Tu as fait le choix de créer une équipe de QA plutôt que les intégrer dans les feature teams? Ouais, alors c'est une équipe qui s'appelle Product Quality chez Ah, nous et en ok. fait, tu as un QA par tribu. En fait, on a dispatché les tests sur plusieurs personnes. On a les tests qui sont enfin les tests automatisés qui sont écrits par les développeurs chez nous. Ensuite, on a les tests manuels qui sont effectués par PM et par QA. QA. Mhm. En fait, ils se dispatchent le travail sur deux environnements différents et ensuite, voilà quoi. Ok, super. Et ça marche bien. Ouais. Ouais, ok. Ça marche bien. Bon, on est toujours en sous-effectif de QA, mais d'ailleurs, on a des postes ouverts pour des personnes si elles veulent postuler. Ah bah super, super, merci pour la petite annonce. Je te propose qu'on parle de 2022, Ouais, le meilleur pour la fin, euh, ouais, et notamment cette histoire d'intégration post-rachat qui, je pense, est une problématique qu'on peut souvent rencontrer et qui est fortement intéressante. Et comment ça s'est passé avec Pulp et est-ce ouais. qu'il y a des difficultés et comment tu conseillerais d'intégrer un autre produit Bah ouais. Bah alors, ce que je disais au début, c'est qu'en fait, pour nous, un parcours client, c'est pour un établissement, c'est d'être trouvé, d'être choisi et gagner de nouveaux clients pour notre proposition de valeur. En fait, nous, on gérait super bien les deux premières briques, donc être trouvé, être choisi, mais en fait, on n'avait pas l'expertise et pas l'expérience en interne pour développer cette dernière brique qui était faire en sorte que nos clients puissent avoir de nouveaux clients. Et donc, en fait, assez logiquement est venue l'idée de racheter une boîte. Alors, toutes les questions de comment on fait pour acheter une boîte, quelle boîte on doit racheter, quels sont les acteurs du marché, etc. Toutes ces questions, on se les est posées, mais alors, c'était pas que l'équipe produit, c'était un peu, c'était un peu tout le monde. Euh, mais quoi qu'il en soit, on a racheté une boîte qui s'appelle Pulp, qui faisait ce qu'on cherchait à faire à merveille. Et en fait, nous, le gros challenge, c'était plutôt comment est-ce qu'on gère un rachat et comment est-ce qu'on fait pour intégrer des personnes et des nouveaux produits dans notre offre. Et donc, en fait, moi, mon inquiétude principale, c'était plutôt comment on intègre ces personnes parce qu'elles ont une culture différente, elles proviennent pas du même endroit que nous, etc. Elles n'ont pas été formées au même endroit. Et en fait, on a énormément discuté avec eux pour apprendre à se connaître. On a fait des off-site, on a fait des team building, des trucs comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte que leur culture était très proche de la nôtre, que leur mindset était très proche du nôtre, que leur process était différent, mais en même temps assez similaire au nôtre. Et donc, en fait, l'intégration humaine, elle s'est faite assez facilement
et assez logiquement. Là où c'était un peu compliqué et là où c'est un peu compliqué, c'est qu'en fait, la techno est différente de la nôtre, pour la partie, intégration, technologique. Mais du coup, on travaille à faire en sorte que nos deux systèmes ils communiquent. Alors pour l'instant, on le fait en partie. L'objectif à terme, c'est que tout soit totalement intégré. Mais ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc on travaille vraiment avec eux sur cette partie process intégration technique. Mais ça va le faire. Mais surtout, là où on travaille beaucoup ensemble, c'est imaginer le futur et se dire, en fait, c'est quoi la vision de partout plus pulp pour le futur et comment est-ce qu'on peut atteindre cette vision ensemble, qui bosse comment, qui bosse avec quoi, est-ce que vos process pour faire telle action sont meilleurs que les nôtres, dans ce cas-là, nous, on va s'adapter aux vôtres et inversement. Enfin, voilà. Ouais, et d'un point de vue produit, est-ce que ces deux produits qui sont amenés justement en termes de vision, parce qu'il y a la vision client, comme tu l'expliquais, qui corrobore avec la vision business, Ouais. tu parlais, hein, il y a évidemment l'orga, l'humain embarqué, culture différente, etc. Tu parlais de la tech, évidemment du code différent, des langages différents qui ne sont pas faciles forcément à intégrer. Si on refocus sur l'aspect produit, est-ce que c'est deux produits qui vont vivre séparément? Est-ce que tu penses réunir le produit? Alors, tu n'as peut-être pas le droit de tout dire, ce que je pourrais comprendre, mais Ouais, alors je peux pas tout dire, mais justement, peut-être comment tu bosses là-dessus, sur la vision produit de demain, etc. Est-ce que tu peux nous non, donner bah en fait, ce qui est cool, c'est qu'actuellement, déjà, on a créé très rapidement une offre partout, plus Partout Food. Ça s'appelle Partout Food chez nous maintenant, Pulp. Et en fait, cette offre-là, à destination des restaurateurs, elle existe déjà, elle est opérationnelle et en fait, elle est déjà intégrée et tout fonctionne correctement. En fait, dans le futur, c'est juste que là, pour l'instant, on est uniquement sur le secteur de la restauration et du coup, on attaque de nouvelles verticales. Alors, je peux pas dire lesquelles ni rien, mais à la fin, on aura un seul produit qui fait tout. Et ça, en fait, c'est quelque chose sur lequel on est déjà en train de travailler et qui avance très vite. Ok. Et comment tu build? Est-ce que tu as des problématiques, j'imagine, de build parce que tu as deux produits à l'origine et tu vas commencer à avoir un seul produit Ouais. pour peut-être toutes ces verticales? Ouais, bah en fait, on a déjà commencé à se poser la question de comment est-ce qu'on s'organisait. Et ce qu'on a fait, c'est que l'équipe technique de Pulp qui existait, on en a créé une feature team et on a créé une tribu chez nous, une tribu qui Mm. s'appelle Transaction, qui comprend l'équipe technique de Pulp, plus une nouvelle équipe qu'on est en train de créer à côté et qui va aider Pulp. Et donc, en fait, le fait d'avoir cette organisation sous forme de tribu, ça veut dire qu'ils vont travailler aussi avec les autres leads, avec les autres feature teams, etc. Et en fait, à la fin, on va gérer les dépendances comme ça et faire en sorte que leurs produits soient de plus en plus intégrés avec le nôtre et inversement. On les a, les deux nouvelles feature team, en fait, Ouais, dont tu parles. Ok, chouette. Enfin non, alors une, c'est celle de Pulp historique, je l'avais déjà comptée dans les 9. Du coup, l'autre que j'ai abordé, c'est la 10e. Et ensuite, il y en a une autre, une 11e. Mais celle-là, je peux pas dire ce que c'est. Oui, non, j'imagine bien, je taquine. Ouais. Excellent. Écoute, Savinien, il nous reste deux petites minutes pour finir cette édition du Bourbier. Ouais, j'ai une Le petite temps pour question. moi de prendre voilà, les dernières questions, s'il y en a. Le temps pour toi aussi peut-être de nous donner un petit mot pour la fin, si tu le souhaites. Évidemment, tu as la primeur, tu restes quand même notre invité. Mais avant toute chose, déjà, ultra intéressant. Merci beaucoup pour toutes ces explications, pour le temps que tu as pris, pour l'échange. Ça nous fait toujours plaisir hein, de recevoir. On sait que c'est du temps qu'on te prend hein, C'est avec sur plaisir. ton quotidien. Donc, vraiment, merci. Hein, merci encore. Un grand merci. C'était très chouette. Donc, voilà, c'est l'occasion pour moi vraiment de te remercier pour tout ça. On apprend toujours beaucoup. Je trouve que c'est hyper inspirant. Mais voilà, si tu veux peut-être donner un mot pour la fin, et j'en profite, je regarde le chat, Ouais, et les s'il y a des questions, ouais. dernières questions, on le prend. Ok, bah déjà moi aussi je voulais vous remercier, c'est trop cool parce que en fait ça m'a fait plaisir de refaire ces slides et de me remémorer en fait certains passages que j'avais un peu oubliés, etc. avec le temps. Donc ça c'était vraiment sympa et surtout ça va me servir pour faire une presse pour mon équipe aussi en disant voilà on était parti de ça, voilà où on en est aujourd'hui donc voilà c'est c'est Ça, un c'est double travail payant quoi. ça, c'est mon petit hack pour convaincre en disant, mais parfois on formalise des choses qu'on n'a jamais le temps de formaliser et ça peut servir. Ouais, exactement. Donc là, ça va me resservir. Sinon, non, on recrute beaucoup. Donc, n'hésitez pas à regarder nos offres sur Welcome to the Jungle. Équipe produit, là, on a un poste de PM qui est ouvert. On a un poste de lead QA et un poste de QA mobile, si je dis pas de bêtises. Et c'est tout. Et je pense qu'il y aura d'autres postes qui vont s'ouvrir d'ici la fin de l'année ou début 2023.
Trop chouette, super chouette. Bah écoute, Savinien, merci. J'ai pas vu d'autres questions, mais c'est vrai que ça a été actif, hein. J'ai Ouais. récupéré énormément de questions. Merci à tous les participants aussi, hein, qui du coup interagissent plutôt par écrit. On a eu un peu plus d'une trentaine de participants, donc c'est plaisant, sur la soixantaine d'inscrits. Évidemment, toutes ces personnes-là sont embarquées. Voilà, on a des petits super, des petits emojis et des remerciements, donc c'est top. Bravo à toi en tout cas, et très chouette, et continuez comme ça, vous faites quand même un super job chez Partout, donc voilà, je vous souhaite le meilleur pour la suite, et de toute façon on reste en On contact. reste en contact, ouais. Merci beaucoup. Salut Savinien. Au revoir. Bonne journée. Bye bye, Salut. merci.